Donc pour cette première table ronde qui s'intitule Repenser et re-questionner l'accueil en emploi et l'intégration professionnelle. Donc si on repose un peu les éléments du débat que nous allons ouvrir, aujourd'hui il existe dans le secteur de la défense au sens large, et par là on entend le renseignement, l'intelligence économique, le sujet data, la cybersécurité, la sécurité des réseaux. Il y a un besoin croissant sur les activités critiques, de plus en plus critiques, et l'actualité nous le rappelle, un besoin croissant de recruter, et c'est ce qu'on appelle, comme d'autres métiers, des filières en tension. Donc les employeurs ont du mal à recruter. Donc ça, c'est un côté de la face. Et de l'autre côté, nous avons un certain nombre de personnes qui ont des profils et des compétences qui sont extrêmement intéressants au regard de ces métiers. Et donc, ce sont les personnes autistes, ou en tout cas certaines personnes autistes. Et l'enjeu, ça va être de réussir à faire rencontrer ces deux mondes, à connecter ces deux mondes. Ce qu'on a vu, c'est que même si, de manière un peu rapide, on pourrait se dire que pour que deux mondes se rencontrent, il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. En l'occurrence, lorsqu'on parle de personnes autistes, il faut que les employeurs potentiels fassent le premier pas. Et c'est de ça dont on va parler. Alors, pour préciser peut-être un peu les choses, je vais demander à Benoît, Thierry et Tristan de nous présenter de manière très rapide les types de métiers dont nous parlons et qui existent dans vos entreprises. D'accord. Alors pour ma part, je fais exclusivement de la sécurité et de la cybersécurité, donc tout ce qui concerne l'informatique. Donc on va partir des métiers les plus simples en tant qu'administration système et réseau, sécurité et cybersécurité. Voilà. Donc O3 Expert est une entreprise adaptée sous forme coopérative qui emploie 200 collaborateurs sur le grand ouest de la France avec un peu plus d'une centaine sur la Touraine. On s'est développé à partir de l'année 2017. On a eu le premier agrément d'entreprise adaptée en 2017 sous l'égide de l'État. Et donc avec Paul Secchi, à l'époque c'était le PRITH, qui disait en gros il faut qu'on arrive à trouver des solutions d'emploi par le numérique. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut proposer de numérique comme métier. Les premiers métiers qui nous sont venus à l'idée, c'était les métiers de la comptabilité. Donc au travers notamment des logiciels de gestion à distance. Donc on a développé le premier accord de télétravail. À l'époque, on appelait ça visio-travail pendulaire en 2018. Et donc avec ça, avant le Covid, vous vous rappelez, donc visio-travail pendulaire, les gens étaient soit chez eux, soit dans des lieux adaptés, et ils collaboraient avec un cabinet d'expertise comptable sur Toulouse ou sur Orléans. Et on s'est dit que ça ouvrait plein de possibilités sur plein d'autres typologies de métiers. Donc en gros, on fait du contrôle de données. Pour faire simple, on reçoit des données entrantes. Si on est en comptabilité, c'est des factures, des écritures. Si on est en gestion de retraite, c'est des pièces liées à la retraite. Si on est en paye, c'est des éléments variables de paye, et puis on les traite avec des outils numériques. Et après ça, on les restitue à nos clients, qui sont soit des grands groupes d'assurance, soit des cabinets comptables, soit des administrations, enfin bref. Tout ce qui est possible de manière numérique, on le fait chez O3. Donc on a recruté une première équipe de 3 personnes en 2017, on est à peu près 200 aujourd'hui, et on a évolué sur d'autres métiers qui n'ont rien à voir, mais toujours avec des personnes en situation de handicap, puisqu'on est 70% aujourd'hui chez O3 en situation de handicap. On a développé des métiers de textile. Donc on a recruté par l'intermédiaire de Françoise une jeune femme talentueuse qui est une brodeuse d'art, et on a développé autour de son projet du textile, d'habillement. Voilà, donc on essaie d'inclure au maximum sur des métiers les plus différents possibles. Et le prochain, c'est la cybersécurité, avec une formation qui va démarrer en octobre et qui va recruter principalement des personnes en situation de handicap et avec TSA, et puis une école de Tours qui est spécialisée dans ces domaines-là. Oui, bonjour. Alors, moi, je m'appelle Thierry. J'ai eu un master intelligence économique à l'IAE de Poitiers il y a un peu plus de 15 ans bientôt. Donc, ça passe. Et moi, je suis venu vous présenter ce qu'on peut faire en termes de formation autour de et puis tous les métiers qui englobent l'intelligence économique. Parce qu'une fois que j'ai dit l'intelligence économique, c'est là où les ennuis commencent. Et c'est pour ça que j'ai demandé gentiment à pouvoir terminer, parce que j'ai préparé quelques slides. Et vous allez voir que le domaine était très large. Ah oui, t'en as 8, ouais, c'est bien.
Non, ça passe pas. Alors, ce que je vais vous proposer de faire, c'est j'ai été sur le site de l'IAE de Poitiers, j'étais sur la page du master, et je vais lire avec vous les objectifs, parce que si je fais de la prose dessus, dans 10 minutes on y est encore, je préfère lire tout bêtement ces quelques objectifs, ces quelques lignes, pour vous expliquer un peu les objectifs de ce diplôme. C'est une formation qui prépare les étudiants à collecter des informations, qui caractérise l'environnement pertinent de l'organisation, donc à travers différents capteurs qui peuvent être humains, qui peuvent être techniques, numériques, et identifier et analyser donc toujours ces informations sous conditions concurrentielles et stratégiques. Donc en fait, c'est toutes les techniques de renseignement qu'on a pu obtenir initialement et originellement par les militaires appliquées au monde civil. Donc le but, c'est de mettre en œuvre ces informations pour élaborer des stratégies dites d'intelligence économique pour deux volets. Un volet défensif, ça va être tous les métiers liés à la cybersécurité. Vous voyez que les deux interlocuteurs précédents ont évoqué la cybersécurité. Mais ça peut être aussi la sécurité physique, c'est vraiment la sécurité de façon large. Et puis le volet offensif, là ça va être communiquer l'information, soit sous forme d'influence, de lobbying, de stratégie réseau. Et donc vous voyez que c'est finalement très très large, rien que sur la présentation. Alors oui, moi je le résume à travers trois piliers. Le premier pilier, autour de cette gestion de l'information, il consiste à aller la chercher. Et c'est tout le volet renseignement et veille. Donc ça va être tous les métiers liés au renseignement, donc soit militaire, avec toute la complexité que cela revêt, mais il y a aussi maintenant toute une partie renseignement dans le monde civil, le renseignement d'affaires. La veille concurrentielle aussi, qui appartient au monde civil également désormais, et qui est un facteur de compétitivité. Une entreprise pour vivre doit connaître son environnement. Veille législative, veille environnementale, veille juridique, veille concurrentielle, veille, enfin voilà, il y a 36 types de veille, donc qui chacune désormais revêt un haut niveau de technicité. Deuxième pilier, c'est tous les métiers autour de la sécurité et sûreté. Donc soit il y a le volet numérique avec tous les métiers en lien avec la cybersécurité. Je pense que mes deux collègues en parleront mieux que moi. Mais ça peut être aussi la sécurité physique, tout bêtement. Hein, tout. Et puis enfin le troisième pilier qui est le pilier communication et influence. Donc là l'information on la transmet. Donc l'information on va la chercher, l'information on la protège et l'information on la transmet. Voilà comment on résume les métiers ou les compétences autour de l'intelligence économique. Je vous présente une carte de tous les métiers et toutes les compétences ou tous les domaines que recouvre l'intelligence économique. Vous voyez que c'est presque un terme un peu fourre-tout, c'est compliqué. Gardez en tête les trois piliers surtout. Et autour de ces trois piliers, vous voyez qu'on peut tirer sur le fil de la pelote et arriver sur quasiment tous les pôles d'une entreprise. Le pôle commerce, le pôle juridique, le pôle gestion des risques, etc. Donc bon, je peux pas développer tout ça, j'ai pas le temps. Et c'est juste pour vous donner à voir et vous montrer que une formation en intelligence économique peut déboucher sur quantité de métiers. Alors juste en guise d'exemple, un tout petit exemple pour montrer. Moi, je donne des cours de renseignement humain parce que c'est ma marotte. Le renseignement humain, c'est quelqu'un qui acquiert du renseignement auprès de quelqu'un. C'est tout bête. Mais enfin, en matière de renseignement, c'est vieux comme le monde. Hein. Mais disons que ça recouvre quantité de compétences, quantité de méthodes et quantité de techniques. Que ce soit sur le volet psychologique, psychosociologique, technique d'entretien, technique d'interview, enfin comment on prépare un entretien, etc. Donc moi, je donne des cours là-dessus et je donne des méthodes. Et voilà ce sur quoi je tombe sur Twitter. Un tweet, bonjour, je suis autiste et je scripte mes interactions sociales. Ce midi, je vois une prof pour échanger sur les aménagements des étudiants à besoins spécifiques. Pour elle, notre discussion aura lieu pour la première fois ce midi. Et pour moi, elle a déjà eu lieu 20 fois. Et voilà comment il prépare son entretien avec sa prof pour parler des aménagements qu'il aimerait avoir dans le cadre de sa formation. Moi, je peux rien lui apprendre. En termes de renseignement humain à cet étudiant, c'est presque l'inverse, c'est lui qui va m'apprendre des choses pour le coup, parce que c'est exactement ce que moi j'enseigne pour aller préparer un entretien, préparer une interview, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc lui, c'est son fonctionnement intellectuel, c'est pas une méthode à enseigner dans le cadre d'un cours. Donc ça, c'est juste parfait.
Et puis l'un des métiers qui est en expansion dans le cadre de l'intelligence économique, c'est les métiers autour de l'OSINT, c'est Open Source Intelligence, c'est en français les investigations en ligne. Et on le voit avec le conflit en Ukraine. Que tout ce qu'on trouve sur YouTube, tout ce qu'on trouve sur TikTok, tout ce qu'on trouve sur X, etc., peut être compilé et analysé, et on peut en tirer une certaine forme de renseignement. Donc ça s'appelle le SINT. Il y a également un volet civil pour ça. C'est toute une communauté de compétences et de bonne volonté qui est en train de s'agglomérer et de grossir actuellement. Et on a ce freelance. J'ai vu passer ça il y a 2 mois sur LinkedIn. Et donc lui, spécialiste au SINT, et je me suis naturellement interrogé sur la propension des membres du club des bizarres à se retrouver dans le SINT. Et moi, ça m'a rappelé qu'effectivement, autour de moi, que ça soit dans le cadre de mon master ou depuis que j'ai quitté, dans le cadre avec certains de mes collègues, etc., j'intègre aussi parfois le club des bizarres, quoi. Et pas que sur le spectre autistique, ça va être les neuroatypiques de façon très large. J'ai un ami qui est hyperactif, voilà, c'est en tout cas il a été détecté, je sais plus quel sigle, mais il est pas autiste, mais donc voilà. Disons que l'information semble, les métiers autour de l'information semblent attirer ce type de profil. Pour parler de comment favoriser le développement inclusif, donc on aborde la notion d'inclusion, et peut-être Vanessa, quelle est la distinction entre diversité et inclusion, des notions que vous avez évoquées rapidement tout à l'heure. Oui, donc c'est vrai que globalement les entreprises font assez peu la distinction, les entreprises et la société en général font assez peu la distinction entre diversité et inclusion, qui sont pourtant 2 concepts très différents. En fait, pour faire simple, la diversité, c'est une photo, c'est-à-dire qui montre la composition d'un groupe, composition d'éléments divers, très variés. Donc plus le groupe sera constitué d'éléments et donc d'individus variés, différents, plus il y aura diversité. L'inclusion, c'est, avec cette diversité, comment on crée quelque chose, une activité, comment on fait fonctionner le groupe de manière à ce que chaque individu ressente, puisque l'inclusion c'est un sentiment, en fait, ressente un sentiment d'appartenance au groupe, combiné à un sentiment de reconnaissance de son unicité. Donc ça, c'est vraiment une définition sur laquelle il y a beaucoup de consensus dans les études sur l'inclusion, mais qui est assez peu prise en compte en fait en pratique et dans la réalité. Donc pour une organisation, une entreprise, une association, un groupe, générer de l'inclusion, c'est faire en sorte, mettre en place des pratiques, adopter des comportements pour chaque personne dans le groupe, de manière à ce que chaque individu dans le groupe ressente ce sentiment d'appartenance au groupe et un sentiment de reconnaissance de son unicité, donc de sa différence. Mais ce n'est pas survaloriser une différence, comme ça peut l'être compris parfois, ou ce n'est pas faire de la diversité, donc recruter des gens variés. Disons que c'est pas seulement ça. C'est-à-dire pour qu'il y ait inclusion, il faut qu'il y ait diversité, mais il peut y avoir inclusion dans un groupe qui n'est pas divers aussi. Donc c'est 2 concepts qui sont très différents, et la notion de reconnaissance de l'unicité et de création d'un sentiment d'appartenance, c'est 2 piliers vraiment centraux du processus de création, de développement de ce sentiment d'inclusion. Alors peut-être pourriez-vous poursuivre avec l'exemple de Team Jolokia que vous évoquiez tout à l'heure. Oui. Alors, donc c'est cette distinction vraiment entre diversité et inclusion, elle nous est vraiment apparue à travers la recherche qu'on a menée sur Team Jolokia, l'association de course au large dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est un cas un cas d'analyse un peu atypique, puisque c'est pas une entreprise, et Team Jolokia met en place un processus de recrutement pour constituer des équipages
très diverses. Donc l'idée c'est que leurs pratiques génèrent de la diversité, mais nous ce qu'on a constaté c'est que ces pratiques-là génèrent de la diversité, mais aussi un sentiment d'inclusion chez les candidats avant même qu'ils ne soient recrutés. Donc ce qu'on a observé c'est que les candidats qui postulaient pour faire partie d'une saison sportive chez Team Jolokia, donc pour courir plusieurs courses professionnelles alors qu'ils ne sont pas professionnels, bien en fait ont ressenti ce sentiment d'inclusion dès les premières étapes du processus de recrutement. Et donc même si certains n'ont pas été recrutés, ben, ils avaient au final déjà développé ce sentiment d'inclusion dans le groupe de candidats grâce aux différentes phases et aux pratiques spécifiques mises en place par le recrutement. Donc ce qu'on a identifié comme pratiques spécifiques, d'abord on a du coup essayé de définir ce que c'était qu'un recrutement inclusif. Donc un recrutement inclusif, c'est un recrutement qui contribue à développer le sentiment d'inclusion chez les candidats. Et donc c'est un processus de sélection qui va veiller à la reconnaissance de l'unicité des candidats et favoriser le sentiment d'appartenance chez ces candidats. Donc ils ne sont pas encore collaborateurs ou pas encore recrutés. Donc les 6 pratiques qu'on a observées et qui peuvent inspirer peut-être, j'espère, certaines organisations dans la modification de leur conception du recrutement. La première chose, c'est d'ouvrir de manière très large le recrutement, de manière à accéder à des profils très variés. Profils atypiques, éventuellement inhabituels, etc. Et ça, c'était vraiment la première pratique qui était importante dans la communication sur la sélection des candidats pour faire partie de l'équipage. Le recrutement était très ouvert. Donc, je vous ai mis quelques petits verbatim. Là, c'est un verbatim d'équipier, par exemple, qui dit que c'était vraiment pour eux génial de ressentir à quel point c'était ouvert, à quel point le processus était ouvert. Toutes les formes de candidature étaient acceptées, pas forcément rédiger un dossier avec certaines questions très spécifiques. Le mode de candidature était très libre et tout le monde se sentait légitime en fait à candidater. Et ça, c'est vraiment un objectif pour eux important, de montrer, de communiquer sur cette ouverture du recrutement. La deuxième chose, c'est que ce processus de recrutement est décentré de la recherche de compétences techniques préexistantes. Dans l'équipage de Jolokia, très régulièrement, plus de la moitié de l'équipage n'a jamais mis un pied sur un bateau. Et ils vont se retrouver au bout de 3 semaines à faire leur première course avec des professionnels et des navigateurs chevronnés. Pour eux, la compétence technique advient en situation et émerge en situation. Elle ne préexiste pas et elle se développe, enfin en tout cas, quand elle ne préexiste pas, elle peut se développer en situation grâce justement au fonctionnement particulier du collectif. Donc là, c'était un autre verbatim d'un équipier. Voilà, il y a très peu de barrières, très peu de contraintes pour postuler. On demande quasiment rien à la personne, si ce n'est de s'exprimer sur elle-même. On ne lui demande pas d'avoir un niveau spécifique. On ne lui demande pas d'avoir des connaissances dans navigation particulière. C'est hyper ouvert et je trouvais ça génial. Donc tout le monde se sent légitime pour postuler et potentiellement compétent. Donc cette décentration de la recherche de compétences préexistantes, elle s'associe à un autre élément qui est très particulier, qui est la recherche de ce qu'on a appelé le potentiel inclusif chez les candidats. Et là, on revient un petit peu à un élément qui a été évoqué par Monsieur Mazin tout à l'heure, puisque Monsieur Mazin disait, dans l'inclusion, il y a une partie qui dépend de l'organisation, du contexte, de l'environnement, mais il y a aussi une partie qui dépend de l'individu. Et mettre en place des pratiques organisationnelles d'inclusion
oui, c'est très important, mais l'individu, pour se sentir inclus, doit aussi mettre en place et développer un potentiel d'inclusion. En fait, un potentiel inclusif qui est constitué de certaines capacités ou aptitudes, comme par exemple une capacité d'introspection, de remise en question, capacité à prendre du recul sur certains événements dans le groupe, certaines tensions peut-être ou des comportements, etc. Un esprit d'équipe, une ouverture d'esprit. Et je pense que c'est là qu'il peut y avoir quelques éléments intéressant à creuser avec l'accompagnement des personnes autistes, c'est que pour qu'elles puissent se sentir incluses, certes, il faut que les organisations mettent en place des pratiques spécifiques, mais peut-être qu'elles doivent aussi être accompagnées de manière plus ciblée sur le développement de capacités, d'aptitudes, d'habiletés sociales qui vont leur permettre de développer ce potentiel d'inclusion, c'est-à-dire être capable de développer une capacité à accueillir les autres dans un groupe, les comportements des autres, mais aussi à contribuer aussi à ce groupe, puisque l'inclusion, c'est l'appartenance, la reconnaissance de l'unicité, mais c'est aussi le sentiment que l'individu contribue au groupe et apporte quelque chose au groupe. Et ça dépend du groupe, mais ça dépend de l'individu aussi, beaucoup. Ouais. Oui, je peux peut-être interagir. Moi, j'ai beaucoup aimé votre présentation, Monsieur Mazet, parce que j'ai retrouvé plein d'éléments justement dans l'accompagnement, en fait, de l'amont à l'emploi lui-même, en fait, à l'accompagnement dans l'emploi, et effectivement la sensibilisation préalable, l'accompagnement de la personne par rapport à cette j'ose plus parler d'inclusion, d'intégration, je suis perdue moi-même, mais bon, vous m'excuserez, à pouvoir rentrer dans cette équipe. Ça nécessite effectivement que au préalable, elle-même était préparée, mais que l'équipe en face ait aussi été préparée. En fait, en vrac, moi, je retiens plein de choses. C'est-à-dire que c'est pas forcément les compétences, mais ils ont des compétences, mais c'est aussi et surtout, mais je pense que c'est valable dans tous les champs de l'insertion professionnelle, c'est s'appuyer sur l'envie d'apprendre de la personne. Et là, pour le coup, il y a une vraie richesse, c'est-à-dire que c'est pas les syndromes d'Asperger, les autistes de haut, bas niveau. On doit plus trop parler de tout ça normalement. C'est les autistes, point à la ligne. En fait, là, les personnes dont on parle, ce sont des personnes qui ont une intelligence intègre a priori, parfois pas complètement intègre aussi. Faut pas non plus l'exclure. Mais du coup, c'est cette envie et cette capacité à apprendre qui est importante. Et puis, effectivement, sous couvert de l'accompagnement de ceux qui vont la recevoir et de ses propres compétences sociales, de l'assurer dans ses propres compétences sociales pour qu'elle puisse. Alors, parfois, ça s'appuie quand même sur ses compétences techniques, c'est-à-dire la valoriser dans ses compétences techniques va lui permettre d'acquérir aussi des compétences sociales pour rentrer dans le groupe. Mais elle pourra aussi les acquérir au fur et à mesure, effectivement, en étant rassurée initialement, je crois. Benoît, peut-être, tu veux compléter? Ouais, c'est amusant. Parce que c'est vrai qu'on retrouve certaines choses qu'on a pu nous mettre en œuvre de manière juridique ou conceptuelle chez O3. La première chose pour l'inclusion, c'est qu'on s'est créé sous forme coopérative. Et ça veut dire qu'en étant société coopérative et participative, SCOP, les personnes qui sont chez O3, les salariés, sont au capital de la boîte. En gros, ça devient leur boîte, en fait. Et donc, on a chacun 1000 € de capital. On peut démarrer à 20 €, mais on arrive à 1000 €. Et donc, tous les collaborateurs sont égalitaires au capital. Et c'est eux qui élisent la gouvernance, etc. Et donc, ce sentiment d'inclusion, il se traduit en partie par ça. Premier sujet. Deuxième sujet, c'est que les métiers qu'on aborde, alors sur la compta, c'est facile parce qu'il y a des BTS, des DECF, des machins, des trucs. Il y a des diplômes préexistants, mais sur, par exemple, la liquidation de retraite, il n'y a pas de métier, il n'y a pas de formation. Et donc, toutes les personnes qu'on recrute, par définition, connaissent pas. Comme il y a 4 ans, je connaissais pas non plus. Et donc ça, c'est pas grave, en fait. Et c'est tellement pas grave que très vite, on a découpé des tâches de manière à les rendre accessibles, de générer des premiers succès de je sais faire ça. Et on a mis en place ce qu'on appelle l'AFEST, Action de formation en situation de travail. Parce que n'ayant pas de diplôme, on a fait de l'AFEST. Et c'est un nouveau truc, mais qui est super pour les entreprises.
Alors, je sais pas s'il y a un micro qui peut être... Merci. Merci. Je m'appelle Sophie, je suis autiste Asperger. Je le sais depuis 4 ans, j'ai 52 ans. J'ai été exclue de l'entreprise. Je veux réagir par rapport à ce qui est écrit là sur l'inclusion. Donc effectivement, la manière dont vous l'avez présenté, et c'est de dire que c'est pas une critique ce que je dis, c'est qu'effectivement les personnes autistes ont besoin d'apprendre en fait les codes sociaux. Moi, j'ai travaillé en emploi normal jusqu'à ce que je me fasse éjecter en fait. Et ce que je trouve très injuste aujourd'hui, c'est que moi, j'ai pas le choix en fait de travailler sur moi pour pouvoir continuer à vivre dans la société. Et je rencontre quand même énormément de gens qui ne font pas ce travail sur eux. Et comme on est une minorité, en fait, c'est nous qui sautons. Que je veux dire, c'est nous qui sommes exclus parce qu'on est une minorité. Moi, je félicite vraiment Monsieur Bazin, c'était ça, Mazin, parce qu'effectivement, il y a vraiment tout dedans. Je remercie Monsieur Zimmer d'avoir mis mon cerveau sur. J'ai dit ça y est, j'ai compris que je faisais de l'intelligence économique régulièrement, mais je savais pas. Mais c'est vraiment c'est un sentiment qui est extrêmement difficile à vivre, parce que malgré tout dans les entreprises, cette étape de je vais regarder qui je suis, c'est une vraie étape qui est extrêmement difficile à mettre en place. Moi, je fais de l'accompagnement managérial, donc voilà, j'ai double peine, mais voilà. Et ça, c'est j'ai comme si en fait nous on nous imposait des choses que les autres ils s'imposent pas. Et à partir de là, c'est quand même nous qui payons les pots cassés, quoi. Alors, si je peux réagir, en fait, c'est vrai que là. J'ai présenté finalement que 2 ou 3 pratiques. Les autres pratiques qui pour moi sont importantes dans la mise en place d'un recrutement inclusif, elles portent justement sur les efforts que les entreprises doivent faire pour repenser en permanence leur manière de recruter, leur tendance peut-être à vouloir tout border et à éviter le plus possible les risques ou les erreurs de recrutement, justement en se focalisant sur des fiches de poste et en restant borné sur des fiches de poste. Nous, ce qu'on met en évidence, c'est justement que pour un recrutement inclusif, il faut sortir de la logique de fiches de poste, notamment, et adopter des pratiques qui sont qui demandent des efforts pour les entreprises parce qu'elles demandent de se réinterroger en permanence, elles demandent de repenser en permanence les pratiques, elles demandent de sortir un peu de ce qu'elles ont l'habitude de faire et ça demande de mettre en place des pratiques plus risquées entre guillemets pour elles quelque part. Donc par exemple notamment donc déjà ouvrir le recrutement en accédant à des profils inhabituels, c'est un effort dans la mesure où ils vont avoir peut-être potentiellement énormément de candidatures qui sont pas forcément adaptées à traiter. Et c'est ça aussi qui restreint le fait que les entreprises aillent vers ce type de pratique d'ouverture du recrutement. Se décentrer de la recherche de compétences techniques préexistantes, rechercher des compétences techniques préexistantes, c'est rassurant pour les entreprises. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que c'est limité, en fait, parce que finalement, la plupart des gens, et notamment les personnes autistes, sont peut-être pas facilement enclines à verbaliser ces compétences ou ne les réalisent pas consciemment, donc ne les communiquent pas forcément de manière très attendue pour les entreprises, et donc miser plutôt sur le potentiel inclusif que sur les compétences techniques, c'est aussi quelque part un peu plus difficile pour les entreprises. Je comprends tout à fait que ce soit difficile pour une personne autiste Asperger, et c'est pour ça que je dis que il y a un besoin d'accompagnement aussi dans ce sens-là. Mais les autres pratiques,
notamment, par exemple, adopter des pratiques de recrutement qui se passent surtout en situation et qui se limitent pas à quelques entretiens et à du déclaratif. Bien, c'est aussi changer les manières de pratiquer le recrutement, c'est mettre en place des dispositifs qui sont potentiellement très coûteux en termes de temps, de moyens humains. Voilà, multiplier les contextes pour révéler les compétences, parce que ce qu'on a observé, nous, c'est que une approche inclusive du recrutement ou du management globalement, elle va se baser sur l'observation de compétences qui vont émerger en situation et pas sur la recherche de compétences préexistantes qu'on aurait déjà identifiées ou actualisées, révélées. Et notamment chez les personnes autistes, c'est les situations qui vont permettre de mettre en place, de révéler la compétence. Donc ça demande aussi une approche et une vision, une compréhension de la notion de compétence qui est très différente de ce qui est pratiqué et mis en place aujourd'hui dans les organisations, où on considère qu'une compétence, elle existe ou pas. Donc, Thierry ou Tristan, par rapport à ce que vient de dire Vanessa, est-ce que ça fait écho à ce que vous vivez? Je peux juste, pour être très bref, l'intelligence économique, ce que j'ai présenté tout à l'heure, c'est presque comment dire, la situation inverse. C'est peut-être qu'il y a des domaines d'activité où ça va être à la personne autiste de vraiment s'adapter au poste ou aux usages. Là, a priori, l'intelligence économique et les nouveaux métiers que ça peut drainer, comme l'investigation en ligne que j'ai présenté, a priori, il y a moins cet effet d'effort au poste, parce que disons que c'est facilité. Pour le volet communication, il y a un métier qui s'appelle community manager, donc un métier plutôt récent et qui s'occupe de l'image et de la communication et de la réputation d'une organisation, d'une administration ou d'une entreprise ou d'une PME en ligne, sur Facebook, sur X, sur TikTok ou autre. Donc soit communiquer, puis être en veille aussi sur ce qui se dit sur les produits, si un client est mécontent, puis le dit sur X de façon très forte, y répondre, etc. Là où un autiste éventuellement peut de façon physique avoir des difficultés de communication, c'est pas forcément son truc. La communication en ligne, il peut s'y retrouver, ou une communication asynchrone, il peut être efficace. Donc même les métiers de la communication ces nouveaux métiers de la communication leur sont pas interdits. Alors, pour ma part, effectivement, dans les métiers du domaine de la cybersécurité, alors je fais vraiment une exception entre la sécurité et la cybersécurité. Il y a effectivement des postes qui sont totalement adaptés aussi. Aujourd'hui, on peut pas le nier. On a aussi effectivement aujourd'hui beaucoup de demandes d'avoir un esprit très curieux, d'avoir un esprit qui soit, on va dire, aujourd'hui, le domaine de la cybersécurité, il faut pas juste avoir des compétences. C'est vraiment un état d'esprit. C'est vraiment de la curiosité, c'est vraiment de la recherche et c'est nous ce qu'on recherche en tant que hacker, on va dire ça comme ça, dans le domaine de la cyber, c'est de se dire ok, aujourd'hui on essaie de penser différemment, de comprendre les choses de façon différente et c'est vraiment ce qu'on recherche. C'est pas juste d'avoir effectivement des diplômes ou des études, c'est vraiment d'aller comprendre, on va dire, l'infrastructure ou on va dire le domaine du numérique d'une façon différente, pour pouvoir s'intéresser à ce qui se passe derrière, donc ce qu'on appelle out of the box, vraiment c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe derrière, ce qui n'est pas accessible, et se dire j'ai une application en face de moi, est-ce qu'elle est sécurisée? Oui, non. Si elle ne l'est pas, est-ce que je peux essayer de comprendre ce qui se passe derrière? Donc c'est vraiment la curiosité, de l'état d'esprit qu'on recherche dans le domaine de la cybersécurité, vraiment c'est vraiment ce qui peut être apporté aujourd'hui dans ces métiers-là. Et Benoît, en matière de recrutement, justement pour les métiers pour lesquels il n'y a pas de diplôme, en précisant peut-être un peu ton propos tout à l'heure, comment ça se passe chez O3 Experts? Je sais pas si ça peut être un exemple, et ça se passe des fois bien, des fois plus difficilement, mais on va dire sur les cas qui se passent bien, le process qu'on a mis en place. La première chose, c'est qu'effectivement, on part des compétences des personnes. Enfin, je sais pas s'il y en a qui connaissent le territoire zéro chômeur de longue durée.
Mais en fait, on renverse le concept et on se dit quelles sont les compétences de la personne, qu'est-ce qu'elle est prête à apprendre déjà, et puis effectivement, on a des besoins non pourvus en face et on fait l'adéquation entre les deux. Donc ça, c'est un concept qu'on essaie de développer, qui nous permet de développer de nouvelles activités chez O3. C'est-à-dire que on a développé de l'apiculture inclusive. Voilà. En se disant, tiens, on va apprendre à travers l'apiculture, un nouveau métier. Il y a besoin d'apiculteurs et besoin de biodiversité. Donc on a développé un métier d'apiculteur inclusif, parce qu'il y a des gens qui avaient des sensibilités là-dessus. Et ça, c'est des choses qui nous font grandir en entreprise. C'est-à-dire que on se limite pas à une fiche de poste. Ça nous arrive de le faire, hein. Mais toutes ces idées-là, on essaie de les mettre de côté. Puis ouais, principalement, c'est ça. Ouais. Ouais. On renverse un peu le schéma du recrutement classique. J'avais envie de réagir aussi par rapport à ce qu'on entendait sur cette inversion, alors, notamment chez O3 Experts, parce qu'on se connaît un petit peu, donc j'ai cette chance-là de pouvoir imaginer ce qui s'y passe. La chance, c'est aussi de pouvoir proposer justement des stages et de pouvoir proposer une immersion pour permettre à la personne de effectivement de pouvoir développer ce qu'elle apprécie, ses compétences et justement pas de coller à un CV et à des diplômes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette immersion-là qui permet d'observer, d'échanger et qui permet d'aboutir à peut-être une fiche de poste ou un poste en tout cas. Et c'est peut-être la notion de temps qui participe aussi beaucoup là et qui change dans nos modalités d'accueil de la personne. Oui, il revient ça. Oui, peut-être si je peux. Je parlais de modèle économique et enfin, je trouve ça au contraire, je trouve ça très bien. Mais malgré tout, dans l'accompagnement, la difficulté, elle est aussi beaucoup là. C'est-à-dire, quel est le modèle économique que je vais mettre en place avec ou sans aide de l'État pour pouvoir accompagner les personnes jusqu'au bout sans qu'il y ait un trou. Ça, c'est un sacré enjeu. Et s'autoriser dans les entreprises à imaginer des modèles économiques qui sont pas sur des temps pleins, qui sont pas sur des tout en ayant une organisation qui permet à tout ça de vivre. Parce que le nombre de postes qu'on voit passer qui sont à temps plein, et de permettre le maintien du soin à côté, qui sera aussi le garant de la réussite. Ouais, tout à fait. Ce qui est compliqué aussi parfois. Non, c'est sûr que ça suppose de repenser beaucoup de choses dans les entreprises, dans les pratiques des entreprises aussi. C'est pour ça que il y a un gros effort aussi qui est à réaliser de la part des entreprises pour mettre en place des pratiques réellement inclusives. Alors, un autre élément qui, là, pour le coup, peut aller dans le sens des spécificités autistiques, nous, ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'un recrutement qui génère ce sentiment d'appartenance et reconnaissance de l'unicité, c'est un sentiment qui autorise l'authenticité et qui sort complètement des logiques de séduction un peu courantes dans le recrutement classique. C'est-à-dire que un recrutement inclusif, c'est pas un recrutement où on va essayer de cacher nos vulnérabilités, ce qui va pas, ce qu'on sait pas faire, etc. Au contraire. Donc, dans l'expérience de Team Jolokia, les candidats sont vraiment amenés à être mis en confiance et à exprimer qui ils sont simplement, c'est-à-dire en partant du principe que on a tous des vulnérabilités, qu'on soit neurotypique ou atypique, c'est pas les mêmes vulnérabilités, mais on a tous des vulnérabilités et elles font partie de l'être humain, tout simplement du fait d'être humain. Donc vouloir les éviter, les cacher, c'est finalement problématique parce que ça c'est un obstacle au sentiment d'inclusion chez les collaborateurs en fait. Donc les pratiques spécifiques de Jolokia tendent vraiment à promouvoir un comportement authentique et à mettre en avant, à parler en confiance de ses vulnérabilités. Ça suppose effectivement d'avoir en face
forcément des interlocuteurs qui permettent d'être en confiance, c'est sûr. Oui. Je sais pas si c'est une question ou une idée. Est-ce qu'on pourrait imaginer un dispositif qui fait en sorte que des personnes, je sais pas, je rebondis sur le plein temps. Admettons, je vois un plein temps qui est super, juste je le voudrais à temps partiel. Enfin voilà, je suis consciente de certaines difficultés, etc. Et d'accompagner la personne juste techniquement et le recruteur de dire ah tiens là il y a un petit focus là, faudrait peut-être se bouger un peu les choses. Et que ce dispositif il puisse aller ponctuellement en fait sur des demandes spécifiques. Alors après c'est peut-être des cheminements longs chez l'employeur, peut-être que ça va pas marcher pour ce coup-là, mais pour d'autres fois, je pense à des employeurs qui recrutent tout le temps sur temps plein, qui recrutent tout le temps, ont du mal à recruter, et il y aurait peut-être des petits trucs à faire, mais ponctuellement, voilà, ce serait une idée peut-être de mode d'action. Mais c'est vrai que ça suppose peut-être des intermédiaires qui jouent ce rôle peut-être d'identification des besoins en termes d'aménagement temporaire par exemple et des besoins des entreprises. Voilà, est-ce que au lieu d'un temps plein, on peut pas mettre 2 temps partiels pour pouvoir permettre le recrutement de personnes atypiques, par exemple. Mais il n'y a pas encore vraiment peut-être assez d'intermédiaires qui puissent jouer ce rôle-là. En quelque sorte, organiser la rencontre. Ouais. Et c'est, André Mazin l'a évoqué tout à l'heure. L'accompagnement, il se fait des 2 côtés. Et effectivement, être capable de s'adapter, de faire bouger son idée initiale, tout en ayant en tête un besoin premier auquel on doit répondre, mais être capable d'adapter la réponse pour que effectivement une personne autiste puisse s'intégrer dans le poste qui sera pas forcément exactement ce qu'on avait prévu au départ, mais qui pourra répondre aux besoins parce qu'on va aussi faire bouger l'équipe et associer l'équipe dans l'évolution de l'organisation. Ça introduit peut-être aussi la dernière pratique finalement qui est que un recrutement inclusif, c'est un recrutement qui se réinterroge en permanence. Donc qui réinterroge les critères, les pratiques, les dispositifs, la communication. Et nous, l'expérience qu'on a observée chez Team Jolokia, on a observé en direct et on a été en immersion sur une saison sportive complète, mais on a eu des informations sur les autres saisons et à chaque fois, le processus est modifié et réorganisé et réajusté, les pratiques sont modifiées. On a par exemple dans les débriefings suite aux sélections, il y a une personne qui joue le rôle d'une vigie de l'inclusion. Et notamment là c'était le fondateur qui est observateur des débriefings entre recruteurs et qui ramène systématiquement les principes au centre des discussions, les principes qu'il pense être nécessaires pour générer de l'inclusion. Donc c'est aussi un effort important à réaliser de la part des organisations dans ce sens-là. Donc, si on parle recrutement de manière très très concrète, ce que vous avez dit, c'est que la méthode traditionnelle, on va dire, de recrutement n'est pas adaptée ou pas forcément adaptée. Comment fait-on? Donc là, on prend un exemple très précis des RHAT où on veut recruter une personne autiste sur un poste en particulier qu'il faudra peut-être faire évoluer, mais comment on peut initialiser cette démarche pour trouver des candidats qui pourraient être intéressés par ce type de poste? Ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de bien, si on a vraiment un poste à pourvoir, une équipe, c'est bosser à plusieurs en fait sur les attendus du poste, avoir son vivier de compétences et de collaborateurs en amont, c'est-à-dire faire beaucoup de PMSMP, accueillir du monde et avoir cette GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, en disant voilà, nous on reçoit, je sais pas, une vingtaine de CV par semaine pour recruter chez O3, pour chez O3. Et donc on fait des entretiens
c'est pas de recrutement, mais des entretiens de découverte, au cours desquels on vient lister les compétences, je sais pas, jardinier, apiculteur en herbe, etc. On travaille avec les services publics de l'emploi, etc. Et quand on veut recruter, du coup, on a un client qui arrive. Bonjour, je suis la DRHAT, j'aimerais bien recruter. On essaie de découper le poste tel qu'il nous est présenté en tâches élémentaires. Et bien souvent, quand on vient nous voir pour recruter pour un métier, j'ai l'exemple de AG2R La Mondiale, pour pas les citer, qui sont partenaires d'O3. Ils nous ont présenté un poste, ils n'arrivaient pas à recruter. Une fiche de poste, bac+3, 5 ans d'expérience. Mais j'ai pas ça. Par contre, si je découpe en 5 les tâches qui sont demandées dans ce poste, on arrive à faire quelque chose. Et donc, on a découpé en 5 et on a recruté 5 personnes, certains à temps partiel, pour faire la mission. Et ça peut être une idée. C'est-à-dire que on additionne les compétences individuelles pour en faire une task force un peu robuste, et on a le même résultat au final, parce que le livrable, il est fait dans les délais. Et puis après ça, on agrège peut-être ses compétences pour que une personne qui fait 1/5 demain fera 2/5, 3/5, 4/5 et la totalité du poste. Ça peut être une idée. Comme ça qu'on ferait si on devait recruter pour la DRHAT. Donc, Tristan, prêt à recruter? Alors, oui, effectivement, nous aujourd'hui, encore une fois, on n'a pas de souci à recruter des personnes atteintes d'autisme. C'est pas gênant. Encore une fois, c'est des postes à adapter. Les postes sont totalement adaptés dans le domaine de la sécurité ou de la cybersécurité. Donc, encore une fois, on parle de découper des postes. Aujourd'hui, on a des tâches qui sont totalement prêtes et on va dire des postes prêts à découper, entre guillemets. Donc pour nous, dans le domaine de la cybersécurité aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a aucun problème pour le faire. Que ça soit cybersécurité, sécurité ou même système et réseau, on parle de infrastructure pure ou informatique pure, en soi, ça pose aucun problème. Et pour revenir sur la mise en situation, donc il y a un certain nombre de métiers où il y a des compétences techniques qui sont nécessaires, qu'on va pas forcément pouvoir valider entre guillemets lors d'entretien. Comment peut-on faire sur vos métiers par exemple pour tester, faire ces mises en situation pour évaluer les compétences? Alors, pour ma part, hein, encore une fois, je parle dans mon domaine, pour évaluer les compétences, tout simplement, c'est de la mise en situation, on va dire, pratique. Donc, ni plus ni moins de la recherche de curiosité et de l'analyse, on va dire. Donc, on les met face à un cas concret, un cas d'examen, un cas de test, et on dit voilà, il y a une machine, et essayer de mettre en place des solutions pour essayer de comprendre ce que fait ce serveur, essayer de comprendre comment il fonctionne, essayer de comprendre comment tu peux soit l'attaquer ou le défendre. Et dans le domaine de la sécurité, encore une fois, on est toujours dans la curiosité et de la recherche. Et des fois, effectivement, l'objectif, c'est d'aller chercher des points, des solutions que moi, j'aurais pas trouvé. Ou des fois, on me dit, j'ai trouvé telle façon de rentrer sur ce serveur. Ah, ok, on va vraiment trouvé une vulnérabilité. Donc là, on va corriger alors que je l'avais pas vu moi-même. Encore une fois, c'est cet esprit d'aller voir plus loin, beaucoup plus loin, et d'aller comprendre, dire de fonctionner différemment, d'aller comprendre les choses de façon différente. Donc vraiment, pour moi, c'est de la mise en situation qui peut apporter des bonnes choses. J'ai une question, si c'est possible. Oui, pardon. Je voulais rebondir sur ce qu'avaient dit Benoît Ponrouet et Vanessa Varnier sur les compétences. Benoît a dit quelque chose que je trouve absolument pertinent, dans le sens où on va découper le poste en différentes compétences, qui va permettre de créer des forces vives. Et vous, madame, vous avez dit les compétences au sens large, ce ne sont plus les compétences telles que l'on peut l'entendre aujourd'hui. Et moi, je me dis aujourd'hui, si j'étais DRH d'une PME, d'une ETI, j'ai ma GPEC qui me préoccupe beaucoup. Et là, je me dis, tiens, il y a peut-être entre ce que dit Monsieur Ponrouet et ce que dit Mme Varnier, finalement, est-ce que moi, je peux pas, si je suis flexible, et là, je pense que c'est aussi un autre challenge d'entreprise d'être flexible, est-ce que moi, j'ai pas, à mon niveau, matière à travailler avec le concept de Benoît, votre approche, pour arriver finalement à recruter des talents qui viendraient peut-être combler les trous que je n'ai pas aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des pistes, des groupes de travail qui s'orientent là-dessus, et
Et pour aller plus loin, en fait, au niveau du territoire, je pense qu'à un moment donné, on va se retrouver confronté à cette problématique. Et je trouve que des entreprises comme ça, qui sont à la fois solidaires, coopératives, je pense que le modèle économique est aussi important. Quand on parle de flexibilité, quand on parle de démocratie, de gouvernance démocratique, ça fait partie, à mon sens, de l'inclusion. Est-ce qu'il y a des choses qui, dans vos domaines de recherche, Alors, dans nos domaines, enfin mon domaine de recherche, c'est vrai que, il y a des choses en recherche sur la conception, je vais dire un gros mot, non essentialiste de la compétence, c'est-à-dire que la compétence, elle n'est pas un attribut en fait de l'individu, c'est quelque chose qui se développe relationnellement, en situation, selon le contexte, selon le moment. Dans la réalité, en fait, les entreprises et même les gens, globalement, ont une conception de la compétence comme étant quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Alors peut-être que rationnellement, ils disent, oui, ça se développe, une compétence, sauf que en pratique, on met quand même en place des pratiques qui signifient que on attend qu'il y ait une compétence qui préexiste ou pas. Et en fait, on n'a pas réellement des pratiques qui vont vers une logique de révélation de la compétence, en fait. De pouvoir permettre de révéler une compétence qui est en fait la résultante de mise en situation, mise en action d'aptitudes, de qualités qui sont en lien avec le comportement de l'individu en fait et ses connaissances plus générales ou théoriques. Donc il y a la littérature là-dessus, mais ça s'arrête là. Par rapport à ce qu'a dit Monsieur Pourrouet, je voulais partager une expérience puisque moi j'ai été 15 ans manager et j'ai eu le bonheur de gérer une fusion. Et donc j'étais responsable du premier service régional, enfin c'était sur un périmètre régional qui regroupait 2 structures. Et moi, très naturellement, dans toute mon expérience managériale, je suis toujours descendue à la tâche. En particulier parce que j'avais des équipes d'assistantes. Et en fait, les assistantes, elles n'ont pas de métier au sens propre. Sauf que si on va pas chercher ce qu'il y a derrière le métier d'assistante, secrétaire ou tout ce qu'on veut, en fait, on peut avoir des gens qui font des métiers qui sont diamétralement opposés. Quand j'ai commencé à mettre ces 2 équipes ensemble, on était dans 2 départements différents et on était dans les mêmes familles de structures. Je me suis pris, alors évidemment, j'étais d'un département, pas de l'autre, donc je me suis pris un certain nombre de coups du département de l'autre côté, puisque oui, mais nous on fait pas comme ça, oui, mais je comprends pas pourquoi tu demandes ça, oui, mais machin, etc. Ok. Et en particulier, quand j'ai commencé à descendre dans les tâches justement des assistantes, je me suis pris de la part des collaborateurs des coups, mais en permanence, parce que oui, mais nous c'est machine qui nous fait ça. Ah oui, c'est peut-être machine qui te fait ça, mais chez nous machine elle fait plus ça depuis déjà bien longtemps. Donc en fait, et donc on s'est retrouvé avec des personnes qui avaient tout le titre d'assistant ou de secrétaire ou tout ce que vous voulez, et qui avaient des métiers radicalement différents, et qu'à un moment ou un autre, ce que je veux dire, c'est que les processus de fusion, en fait, de rapprochement d'entreprises, on est exactement sur des problématiques d'inclusion. Parce qu'il faut bien qu'on inclue, c'est-à-dire qu'on accepte le fait que l'autre ne fait pas forcément comme nous, et que donc éventuellement et donc repenser l'ensemble de l'activité ou redonner en fait des fonctions en fonction de finalement cette assistante, elle sait faire ça. Et c'est ça qu'elle met derrière. Ne serait-ce que le titre, moi je gère le courrier. Alors ok, gérer le courrier pour toi c'est quoi? Moi c'est le récupérer à la poste. Ok, et toi? Non, moi c'est le répartir dans les voilà. Et c'est exactement les mêmes réflexions. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait l'entreprise, elle a déjà dans sa vie des situations où elle peut être inclusive, où elle doit être inclusive. Et sauf qu'elle va pas forcément faire le lien. Mais en tous les cas, moi, ça a été, c'est exactement ce que dit. Voilà, on a analysé. Moi, j'ai analysé toutes les tâches, et j'ai regardé, et puis après, on a fait ça avec elle. Je veux dire, et on a fait ça avec tous les collaborateurs. Enfin.
en guise d'exemple aussi, enfin de témoignage, je peux vous apporter des exemples d'inclusion de personnes autistes pour lesquelles on avait repéré une appétence et des compétences, les deux. Je pense à un jeune qui a pu intégrer un laboratoire INSERM. Et en fait, il faut que l'entreprise soit flexible, c'est une évidence, il le faut, parce que encore une fois, y compris à l'INSERM, mais pourtant en proximité, du coup, l'idée préconçue du directeur de laboratoire, c'était qu'il y avait des compétences, il y avait un diplôme, ok, il venait pour un stage, mais bon, après, il restait l'autisme, et donc il n'était pas question de l'exposer à telle ou telle formation ou de proposer telle ou telle montée en compétences sous prétexte que... Et voilà, alors, il a fallu lutter un petit peu contre tous ces a priori en allant sensibiliser d'abord la direction, ensuite l'équipe d'accueil qui était finalement beaucoup plus flexible, pas paradoxalement, mais bien plus accueillante et beaucoup plus flexible, et puis de refaire un point avec cette équipe d'accueil qui avait appris plein de choses au contact de ce jeune. Et puis ce jeune, quelques années après, moi je reçois des petits mails de la directrice du labo qui me dit mais c'est super, on l'a envoyé en formation, il a fait ça, maintenant il est passé à tel poste, voilà. Et en fait, et alors que au départ il y avait vraiment tous ces a priori qui étaient liés à l'autisme, du coup c'est figé, faut structurer, donc ça va être une seule tâche, une seule fonction. Impossible d'aller au-delà et voilà, il a fallu travailler un petit peu, sensibiliser, resensibiliser et retourner parce que effectivement les équipes changent. Voilà, il y a les chercheurs, il y a beaucoup de turnover, il y a souvent des piliers quand même qui restent et ça permet de un petit peu fluidifier les choses, mais il faut y retourner, ça c'est certain. Et voilà, et puis essayer de forcer cette flexibilité parce que sinon, ça fonctionne pas. C'est pas parce que dans l'autisme, il y a une rigidité qu'il va falloir être plus rigide qu'eux. Ce serait très maladroit. Juste très rapidement pour me permettre, moi j'ai accompagné un monsieur d'une quarantaine d'années qui m'a dit, il est en CDI, il m'a dit, je pensais être inemployable. Je pensais ne pas pouvoir travailler. Preuve que non. Donc, si on continue sur les partages d'expériences, Terry, je vous ai coupé tout à l'heure, mais vous parliez de l'exemple de boîte israélienne. Oui, je pourrais développer. J'aimerais revenir juste un petit crochet sur la détection des talents ou des compétences. Moi, dans les métiers du numérique, il y a des exemples qui sont tout bêtes et puis qui peuvent être impressionnants. J'ai un ami, une connaissance, qui animait une page parce qu'il était fan d'un sport. Je dirais pas le sport parce que sinon on pourrait peut-être le retrouver. Il était fan d'un sport et donc il avait une page Facebook qui alimentait l'actualité autour de l'équipe de France de ce sport. Et cette page Facebook avait plus d'abonnés que la page officielle de la fédération du sport. Donc il a été assez rapidement identifié par cette fédération et aujourd'hui c'est le responsable communication de la fédération française de ce sport. Donc en fait c'est lui qui s'est mis en valeur à travers sa passion, qu'il l'a mis en œuvre et qu'il l'a mis voilà, qui au bout du bout il s'est fait embaucher. Et des exemples comme ça même pour la veille, j'ai des amis aussi qui qui faisaient preuve voilà d'une appétence pour un sujet, ils se mettaient en veille dessus, donc ils sont très vite identifiés comme experts d'un sujet sur Twitter ou sur Facebook, et on les suit pour ça. Les entreprises ou les armées peuvent très vite les identifier en fonction du sujet et s'ils sont voilà. Donc c'est ce qui est intéressant avec les métiers du numérique, c'est que on peut se faire connaître par ce biais-là. Vous voulez que je peux le faire parce que ça c'est un cas qui est vraiment formidable. Donc c'est l'exemple israélien. Donc c'est l'armée israélienne. Donc ça c'est un article de 2019. Donc c'était il y a 6 ans. Donc on est à peu près au début des années 2010. Donc c'est pas un sujet neuf. Et donc en Israël, la sûreté sécurité c'est vraiment un enjeu national, mais qui implique chaque citoyen et qui veut impliquer chaque citoyen. Et donc dans un des services de renseignement, donc là on est dans l'analyse d'images aériennes ou images satellitaires, ils ont créé toute une unité avec des neuroatypiques. Et le but, c'est, comme vous le disiez, c'était pas de faire du social,
c'est pas de faire à peu près aussi bien mais différemment. Non, là l'idée c'est faire mieux. Voilà, et ils le font, ils font mieux. Pourquoi ? Parce que là les Asperger vont pouvoir déployer des capacités que même les intelligences artificielles, les algorithmes ne sont pas encore capables de faire. On va montrer, je sais pas, une image aérienne d'un aéroport. L'intelligence artificielle va dire, ah bah hier il y avait 6 avions, aujourd'hui il y en a 4. Là il y avait tant de camions citernes. Là il y avait tant de. Enfin, bref, ça commence à être très pointu au niveau de l'intelligence artificielle. Mais après la mise en lien de ces différentes infos pour en trouver du sens et faire vraiment du renseignement, là les Asperger ont encore a priori de ce que je lis une petite longueur d'avance qu'ils peuvent conserver. Donc là l'idée avec cet exemple c'est de dire l'inclusion là c'est dans un objectif d'efficience et d'optimisation et c'est pas pour inclure pour faire du social, c'est inclure pour faire encore mieux. C'est un type de public s'ils sont bien employés peuvent faire mieux que les neurotypiques quoi. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Vanessa, où des ressources a priori dévalorisées qui en fait ont des compétences particulières et parfois exceptionnelles, hein, mais qu'il faut aller chercher ou identifier. Oui. Moi, je trouvais votre propos intéressant tout à l'heure quand vous disiez là dans l'équipage, ils pouvaient parler de leur fragilité. Je pense qu'il faut maintenir les deux choses. C'est-à-dire il faut savoir parler de ses fragilités et de ses points forts. Les deux sont essentiels. Voilà, ne pas encore axer sur le négatif. Moi, j'avais une question sur l'équipage. C'est comment on évalue la vigie, là. Qu'est-ce qu'on évalue finalement comme réussite ou comme point de nécessaire adaptation pour le recrutement suivant? Est-ce que c'est de gagner la course ou est-ce que c'est le bien-être de l'équipe sur le bateau? Qu'est-ce qui faisait que on améliorait chaque année le process de recrutement? Qu'est-ce qui est l'indicateur clé? Est-ce que c'est qu'ils gagnent encore mieux et qu'ils sont mieux classés ou est-ce que c'est le bien-être de l'équipe? Non, la performance n'a pas du tout, la performance de l'équipage en course, elle est anecdotique en fait pour eux, c'est pas le but recherché. Enfin, le but c'est de montrer qu'ils peuvent être performants avec un équipage totalement atypique et qui sort du cadre classique. Mais ce qu'ils réinterrogent tout le temps, c'est quand ils sont un peu sortis des rails par rapport à leurs principes inclusifs. Par exemple, quand dans le processus de recrutement, un des recruteurs se laisse un peu emporter par le feeling et par une logique de survalorisation ou d'affect un peu trop subjectif en fait, ou quand ils mettent en place une logique qui va les amener à faire de la discrimination positive inconsciemment. Voilà, ça c'est quelque chose sur lequel ils ont bougé beaucoup au fur et à mesure des saisons sportives. Au début, ils avaient complètement intégré la discrimination positive, puis après ils se sont dit non, en fait quand on fait ça, c'est totalement anti-inclusif parce que on permet pas à l'individu d'être capable de se rendre compte de son potentiel de contribution. Il y a un recadrage en permanence quand certains individus vont faire à la place d'eux. Donc par exemple à bord sur le bateau, même en situation extrême ou difficile, on ne fait pas à la place d'eux. C'est-à-dire que faire à la place d'eux, c'est empêcher l'autre de se rendre compte de son potentiel de contribution en fait, et c'est l'empêcher de réaliser qu'il peut faire en fait. Si je peux me permettre une dernière remarque, c'est toujours moi. Je sais pas, vous inquiétez pas, c'est normal. Je trouve très bien ce que vous avez présenté, Madame le professeur, tout à l'heure. Vous n'êtes pas professeur, bon, et tout ce que vous avez fait, je trouve ça extra. Je voudrais juste insister sur deux choses. La diversité des compétences. Moi, ma compétence, elle n'est pas informatique.
Elle est pas sur, elle est éventuellement sur les chiffres, mais elle est pas sur de l'analyse de données. Elle est pas du tout sur ces choses-là. Alors, elle est pas sur de l'analyse de données. Ma compétence, elle est sur de l'identification de signaux faibles dans les comportements des gens et dans les et d'une certaine manière dans l'intelligence économique. C'est une compétence qui est extrêmement peu comprise. Ça c'est juste pour que en fait les gens sortent pas en se disant ok, on va les envoyer faire de l'informatique. Moi, vous m'envoyez faire de l'informatique, voilà. En plus, en particulier parce que je suis hyperactive, donc en plus, rester assis derrière un ordinateur, c'est juste inimaginable pour moi, et j'ai une sensibilité oculaire qui fait que ça me fait en plus mal aux yeux. Donc voilà. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une grosse différence entre les hommes et les femmes autistes, avec des femmes autistes qu'on connaît beaucoup moins bien, des symptomatologies qu'on connaît beaucoup moins bien. Et d'où aussi ce que je viens de dire en fait, pour insister sur le fait que on diagnostique une femme pour 3 hommes, donc c'est encore il y a encore énormément de choses à connaître et enfin en tous les cas il y a cela ne signifie pas qu'il y aurait une femme pour un homme autiste malgré tout. Exactement. Attention. Merci. Bonjour. Moi, contrairement à la dame, je suis passionnée d'informatique depuis l'âge de 16 ans. Sauf que je suis pas née avec le bon sexe à l'époque. J'étais bonne en maths et en informatique, et encore on est dans les débuts, années 87 à peu près. Depuis l'âge de mes 16 ans, je galère à trouver du job, une formation dans ce domaine-là. Sans aucune péjoration dans ce que je vais dire, je me pose la question, c'est parce que j'ai 50 ans, parce que je suis une femme. Ça fait 2 ans que je galère. Je suis développeuse web et infographiste web designer. Mais surtout slasheuse. Qui connaît ce terme-là? Voilà, le côté slasher. Je suis aussi autiste, mais je suis aussi HQI ou HPI si vous préférez. Et en fait, on fait peur aux gens parce qu'on moi veut mettre un titre sur un CV, mais je suis pas un titre sur un CV. Donc je mets slasheuse numérique. On nous cantonne dans un métier, que ce soit l'autisme pur ou d'autres qui sont pas autistes. Je suis sûre que même des gens qui n'ont pas de TND n'ont pas envie de se cantonner des fois dans un métier. Mais dans le stéréotype, depuis plus de 30 ans, j'ai fait 21 ans à la SNCF, j'en suis partie parce que un burn-out est passé par là, mais j'ai découvert mes particularités à 43 ans. Donc je pense que l'adaptabilité qu'on ferait pour les TND, je fais une généralité parce que pour moi l'autisme en fait partie, mais le TNB, moi je suis TDAH aussi accessoirement, mais ça se voit pas du tout. C'est de ma blague à 2 balles. L'adaptabilité, elle serait profitable, à mon avis, à ceux qui n'ont pas de TND non plus et qui n'osent pas demander parce qu'on est encore dans un conformisme, à mon avis, trop stéréotypé. Et désolé, je ne rentre pas dans des cases, je rentre dans des cubes. Ah, même pas un cube, non, sinon, autant pour moi, une boule. Et je voulais poser une question à monsieur Manzano. Vous parliez d'adaptabilité. Personnellement, le trauma, je suis sans filtre moi aussi, le trauma de la SNCF, c'est que je n'arrive plus à aller dans les entreprises travailler. Je suis équipée chez moi d'un écran 49 pouces. J'ai fait faire un PC sur mesure à la carte pour travailler de chez moi. Est-ce que ça fait partie de vos adaptabilités en tant que cybersécurité? Je suis moins sûre. Alors, moi, ça fait partie. Je dirais juste que vous avez malheureusement frappé la mauvaise porte. Je suis désolé. Moi aujourd'hui, j'ai aucun problème que ce soit avec l'adaptabilité ou le télétravail ou même y a pas. Pour moi, il y a pas de case en fait. C'est chaque personne a le droit de faire ce qui lui plaît. Moi, je suis un grand passionné, voire même on va dire un grand drogué de l'informatique, donc je comprends très bien. Et de là à me dire, moi aussi, j'ai été casé effectivement dans certaines cases, on va dire. Ça, c'est. Alors que pourtant, non, absolument pas. Donc, je dirais juste que malheureusement, vous avez frappé la mauvaise porte. Et j'en suis désolé. Non, ne soyez pas désolé, mais je me pose parce que des fois, les gens parlent d'inclusion, même dans l'informatique. Je peux comprendre. Et en fait, ah bah non, vous aurez que 2 jours de télétravail. Par contre, si aujourd'hui vous recherchez une formation ou autre école, n'hésitez pas à venir voir après. Je suis développeuse web et infographiste, web designer, plus secrétaire comptable, plus maintenant informatique des réseaux. Moi, je m'arrête à développeur. Si vous êtes développeur, passez juste me voir et on en discute. Mais j'ai 2 bacs et 2 bacs plus 2. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? À 50 ans, je vais bosser jusqu'à 100 ans. Je vous propose d'en discuter après dans ces cas-là, mais en soi, pour moi, ça me pose aucun problème et j'en suis navré si vous avez eu des complications dans le passé. Moi, je suis toujours à la recherche de talents et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent des talents. Aujourd'hui, on s'en fiche de savoir que
telle personne est comme ça, ou un homme ou une femme ou autre. Aujourd'hui, on recherche du talent, et c'est le talent qui fait évoluer. Donc, malheureusement, je dirais qu'effectivement, vous êtes juste tombé avec la mauvaise personne, et j'en suis désolé, vraiment. J'ai un regard 360, c'est-à-dire que je suis aussi bien développeuse que utilisatrice de logiciels. Et quand je l'écris ça sur LinkedIn, on a peur de moi. Ah, mais sur LinkedIn, je peux marquer que j'ai 22 certifs, les gens s'en fichent, quoi. Après, Je vous propose de continuer l'échange tout à l'heure. On peut continuer après si vous le souhaitez, oui, effectivement. Alors, un moment donné, au milieu de la conférence, il en a parlé des différents niveaux de personnes autistes en termes de pourcentage. Enfin, je parle du diagramme en camembert. Seuls 3% des personnes autistes qui sont représentées sont autistes Asperger. Sauf que ce que je comprends pas, c'est qu'on les médias insistent principalement sur ces 3%, quoi. Comme si c'était la norme. Or est-ce que je peux rétablir? Je rétablis votre lecture. C'était pas 3% de personnes sont Asperger. Je n'ai pas parlé de syndrome d'Asperger, si vous l'avez remarqué. Donc les 3%, c'était les 3% qui ont un quotient d'intelligence supérieur aux normes parmi les personnes autistes. Ah oui. Donc ce ne sont pas les syndromes d'Asperger. Syndrome d'Asperger, on n'en parle plus en fait aujourd'hui dans les nouvelles classifications. De toute façon, ça change rien puisque dans les médias, quoi, c'est surtout ça qui sont dont on parle là, quoi. Oui et non. Il y a un film qui est sorti il y a peu, c'était Hors Norme, mais je pense qu'il a replacé les choses au bon endroit et qu'il a médiatisé aussi d'autres choses. Et je pense qu'il faut qu'on soit conscient des deux, bien évidemment. Il en faudrait plus des films comme ça parce que jusque là, c'est le seul qu'on a vu à la télé, quoi. Et c'est très rarement représenté dans les médias ce que c'est vraiment l'autisme en général. Ah oui, et l'inclusion des personnes autistes, ça se fait surtout beaucoup en Amérique du Nord, notamment au Québec. J'ai vu que ça se faisait aussi. C'est une question, une affirmation. Même chose, je répondrais oui et non. Quand on regarde la littérature internationale, c'est toujours mieux ailleurs. L'herbe est plus verte, vous connaissez l'expression. Au Canada, on n'y rentre pas comme ça, pas pour bosser en plus. C'est pas si simple. Aux États-Unis, voilà, encore moins. Les chiffres des données de la littérature scientifique sont à peu près les mêmes, finalement. Alors par contre, ils ont mis en place effectivement l'IPS, les modèles inclusifs et les modèles de soutien à l'emploi plus précocement, avec du coup un petit peu d'avance en effet. Mais quand vous regardez les chiffres et les publications que je vous ai montrées, c'est des publications anglo-saxonnes, américaines ou anglaises, puisque nous on n'en a pas. Comme ça, c'est assez simple. Et qui disaient pas des belles choses en termes de dépendance ou d'indépendance. C'était pas non plus exemplaire. Là, je suis en train de passer un premier